Lorsqu'on investit dans l'immobilier, il faut absolument savoir s'adapter. En effet, le parcours d'un investisseur immobilier n'est pas toujours linéaire. Il y a tout un tas d'obstacles qu'il faut être capable de surmonter. Des obstacles tels que des chantiers qui ne se passent pas comme prévu, des locataires indélicats, des évolutions dans le domaine de la fiscalité ou de nouvelles lois qui sont votées et qui changent complètement la donne. Il y a d'ailleurs une célèbre citation de Charles Darwin qui dit que les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Lorsqu'on rencontre un obstacle, l'attitude qu'on va avoir à ce moment-là va déterminer la réussite ou l'échec de notre parcours d'investisseur immobilier, parce que soit on va se dire ok, c'est bon, j'arrête, j'en ai marre, j'ai l'impression que j'ai toujours quelque chose qui me tombe dessus, soit on se dit ok, je sais que ça fait partie du jeu, je vais chercher la meilleure solution pour m'adapter à cette nouvelle situation et continuer à réussir mes différents investissements pour me rapprocher chaque jour de la liberté financière ou éventuellement devenir un jour millionnaire. Et c'est précisément ce qui se passe avec la loi du 22 août 2021 nommée loi climat et résilience dont vous avez certainement entendu parler. C'est une loi qui va véritablement redistribuer les cartes dans le domaine de l'immobilier et plus particulièrement dans le domaine de l'investissement immobilier. Salut les ambitieux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo spéciale immobilier durant laquelle on va faire un point complet sur cette fameuse loi climat afin d'anticiper au mieux les bouleversements qu'elle va créer et prendre ainsi les décisions les plus judicieuses possibles. Cette vidéo sera découpée en 3 parties. Premièrement, en quoi consiste cette loi du 22 août 2021 ? Deuxièmement, quels sont les impacts de cette loi dans le domaine de l'immobilier et plus particulièrement dans le domaine de l'investissement immobilier ? Et enfin, troisième partie, quelles leçons en tirer pour les investisseurs pour au moins limiter la casse, voire réussir à tirer profit des bouleversements que va provoquer cette loi. Juste avant d'attaquer cette vidéo, je vous laisse 2 secondes pour mettre un maximum de pouces en l'air, ça aide énormément au référencement de cette vidéo. Un grand merci à vous pour votre soutien, votre fidélité, un grand merci à vous pour vos différents commentaires. Et on bascule tout de suite sur mon écran pour voir en quoi consiste cette fameuse loi du 22 août 2021, dite loi climat et résilience. Vous commencez à me connaître, à chaque fois j'insiste sur l'importance d'aller directement à la source, vérifier les textes de première main pour voir exactement de quoi il s'agit et ne pas s'en tenir à l'interprétation que peut en avoir telle ou telle personne. Il faut vraiment aller à la source. Donc là, on est sur le site legifrance.gouv.fr avec cette fameuse loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Au niveau de l'objectif de cette loi, on va aller sur l'article 1. Il est indiqué ici, en cohérence avec l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et ratifié le 5 octobre 2016, et dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe, l'État rappelle son engagement à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette loi est organisée autour de 5 grandes thématiques, à savoir consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger et se nourrir. On va dans cette vidéo se concentrer sur la thématique qui concerne le logement, en sachant que cette thématique est découpée en plusieurs chapitres. Et on va se concentrer prioritairement sur le premier chapitre, à savoir rénover les bâtiments, en sachant que ça va de l'article 148 à l'article 180. Alors après, il y a des articles plus importants que d'autres. On va vraiment zoomer sur ces articles les plus essentiels pour savoir exactement à quoi s'attendre en termes d'évolution par rapport aux effets de cette loi. La première chose à retenir, c'est tout ce qui touche au diagnostic de performance énergétique, donc ce fameux DPE, qui a subi une forte évolution, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2021. Donc on va voir exactement de quoi il s'agit. Petit rappel, le diagnostic de performance énergétique renseigne sur la performance énergétique d'un logement ou d'un bâtiment en évaluant sa consommation d'énergie et son impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Il s'inscrit dans le cadre de la politique énergétique définie au niveau européen afin de réduire la consommation d'énergie des bâtiments et de limiter les émissions de gaz à effet de serre. En ce qui concerne ce nouveau DPE entré en vigueur le 1er juillet 2021, on est sur un document issu du ministère de la Transition écologique. On voit ici qu'une large réforme a été entreprise en 2019 pour un DPE plus cohérent, plus fiable, plus complet, plus lisible. On a ici une évolution en termes de méthode de calcul afin de mieux comparer des logements entre eux. Une seule méthode est désormais valable pour les logements existants, le calcul de la consommation conventionnelle des logements. Donc en gros, c'est la disparition de la méthode des factures. Ce calcul est réalisé à partir des données recueillies par un diagnostiqueur professionnel indépendant certifié. Il tient compte de 5 postes de consommation de l'habitation: chauffage, production d'eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage et fonctionnement auxiliaire, entre parenthèses ventilation. Ça, c'est un point très important. Il y a 2 ajouts par rapport au DPE précédent, on y reviendra tout à l'heure. En ce qui concerne l'étiquette énergie-climat, le nouveau DPE comporte une nouvelle étiquette de A à G intégrant 2 volets: la consommation énergétique, entre parenthèses kilowattheure d'énergie primaire par mètre carré par an, et les émissions de gaz à effet de serre, kilogrammes équivalent de CO2 par mètre carré par an.
l'étiquette du logement est déterminée selon sa plus mauvaise performance en énergie primaire ou en CO2. Ça, c'est aussi un point très important. On y reviendra tout à l'heure en ce qui concerne les impacts de cette loi. Ensuite, de nouveaux indicateurs, confort d'été et ventilation. Ça, c'est des choses qui sont nouvelles par rapport à ce DPE. Il y a quand même des choses intéressantes par rapport à ça. On y reviendra juste après. Ensuite, en termes de facture annuelle d'énergie, une estimation en euros de la facture annuelle d'énergie figure désormais dans le DPE. Elle est présentée sous forme d'une fourchette de prix avec l'année de référence des prix de l'énergie. Son affichage sera obligatoire dans les annonces immobilières à compter du 1er janvier 2022. Un encart concernant les scénarios de travaux, donc en gros c'est comment essayer de monter en termes de classement par rapport à ce DPE. Une chose importante aussi à prendre en compte, ce DPE est devenu opposable. Les DPE réalisés à partir du 1er juillet 2021 ont une portée juridique identique à celle des autres diagnostics techniques annexés aux actes de vente et baux immobiliers. Les scénarios de travaux conservent quant à eux une valeur uniquement informative. Donc maintenant, les DPE sont vraiment opposables. Donc ça, c'est une donnée vraiment importante à prendre en compte. On va revenir plus tard dans la vidéo concernant le nombre de logements considérés comme des passoires énergétiques. Donc par rapport à tout ce point, il y a énormément de changements. On ne va pas débattre par rapport au fait de savoir si c'est bien ou pas bien d'avoir avoir mis en place une loi de ce type. Si on regarde un exemple concernant ce nouveau DPE, on a quand même beaucoup d'informations qui peuvent être intéressantes. Après, voilà, chacun se fait son opinion, mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes par rapport à ça. Je sais que moi, personnellement, tout ce qui touche à la ventilation, je trouve que c'est essentiel en fait. Même quand on va visiter un logement pour voir si on se porte acquéreur ou pas, la ventilation, personnellement, c'est une des choses que je regarde en priorité. Après, bien évidemment, il y a d'autres choses que je regarde, mais c'est vrai que la ventilation, c'est tellement important qu'il faut en avoir. Donc, s'il n'y en a pas, on sait que c'est quelque chose qu'on va intégrer dans ces estimations de travaux. Donc, on voit ici toutes les informations qu'on a évoquées juste avant avec un DPE qui est quand même beaucoup plus complet, avec aussi pas mal de choses pour essayer de s'améliorer par rapport aux travaux qu'on peut effectuer par la suite. Donc, voici donc le nouveau DPE qui est entré en vigueur le 1er juillet 2021. Concernant les autres points extrêmement importants de cette loi, on va directement aller sur l'article 159 qui concerne le gel des loyers des logements classés F ou G à compter du 24 août 2022. On voit ici, il est indiqué toutefois lorsqu'un logement de la classe F ou de la classe G au sens de l'article L 173.1.1 du Code de la construction et de l'habitation fait l'objet d'une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire. Et on voit plus bas dans l'article que la mise en application de cet article est indiquée ici 1 an après la publication de la présente loi, donc entrée en application le 24 août 2022 parce qu'elle est parue au journal officiel le 24 août 2021, donc 1 an après. Gel des loyers concernant les logements classés F ou G. Donc ça, c'est une première donnée très importante à intégrer. Un autre point très important et sur lequel il y a un certain flou, c'est tout ce qui touche à l'interdiction de la mise en location des logements consommant plus de 450 kWh par mètre carré par an à compter du 1er janvier 2023. C'est une donnée qui avait été mise en place dans la loi climat de 2019 et qui n'a pas été reprécisée dans la loi climat de 2021. On a un petit flou entre les deux. Donc si vous avez plus de précision par rapport à ça, c'est quelque chose, je suis vraiment preneur par rapport à cette évolution parce que ça, on est clairement sur du très court terme parce qu'au moment où je tourne la vidéo, on est le 17 mars 2022. Donc dans moins d'un an, on serait impacté sur ce point-là si on a un logement qui consomme plus de 450 kWh par mètre carré par an. Donc il y a un flou par rapport à cette donnée-là. Autre chose par rapport toujours à cette interdiction de mise en location, là on va retourner sur la loi du 22 août 2021, on va aller sur l'article 160, il est indiqué ici, le niveau de performance d'un logement décent est compris au sens de l'article L 173.1.1 du Code de la construction et de l'habitation à compter du 1er janvier 2025 entre la classe A et la classe F, donc en gros interdiction de louer les logements classés G à partir du 1er janvier 2025, si on se réfère à cette loi du 22 août 2021, à compter du 1er janvier 2028 entre la classe A et la classe E. Donc à ce moment-là, les logements classés F ne pourront plus être loués à partir du 1er janvier 2028 et à compter du 1er janvier 2034 entre la classe A et la classe D. Donc à ce moment-là, aussi, les logements, eux, ne pourront plus être mis en location, être proposés à la location.
Ensuite, on va se concentrer sur l'article 151 parce que là, on se pose tout de suite la question de savoir, mais si je n'ai pas les moyens de faire ces travaux-là, c'est vraiment quelque chose qui va devenir problématique et je pense que beaucoup de personnes vont être concernées par ça. On a ici tout un volet concernant les aides financières. On voit ici qu'il est indiqué l'atteinte de ces objectifs repose sur une incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales. On voit plus loin que un système stable d'aide budgétaire, d'aide fiscale de l'État ou d'aide résultant du dispositif défini aux articles L221.1 à L221.13 du présent code, accessible à l'ensemble des ménages et modulé selon leurs ressources, qui vise notamment à créer les conditions d'un reste à charge minimal pour les bénéficiaires les plus modestes. On a ici un document par rapport à ces différentes aides. On voit ici qu'on a le dispositif MaPrimeRénov'. On a aussi tout ce qui touche au certificat d'économie d'énergie et coup de pouce isolation et chauffage. Plus loin, on voit programme Habiter mieux de l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA. On voit également plus bas aide d'action logement, prime pour les actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer, TVA à taux réduit, éco-prêt à taux zéro. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal d'aides. Après, il faut fouiller, il y a des simulateurs. Si on retourne sur MaPrimeRénov', je sais qu'il y a un simulateur pour voir exactement à combien on peut prétendre pour effectuer les travaux qui sont demandés pour changer de classement dans le nouveau DPE. Mais ça, c'est une vraie problématique, on y reviendra tout à l'heure. Mais forcément, si on se rend compte qu'on ne pourra plus louer son logement à partir de telle ou telle date, le choix va se poser de savoir est-ce qu'on fait les travaux pour continuer à louer, est-ce qu'on vend l'appartement parce qu'on n'a pas les moyens de faire les travaux, ou est-ce qu'on garde l'appartement, mais en sachant qu'on ne pourra plus le proposer en location. Donc ça, c'est un vrai sujet de réflexion. On y reviendra aussi tout à l'heure dans la vidéo. On va maintenant retourner rapidement sur le document du ministère de la Transition écologique. En bas de ce document, il est indiqué qu'aujourd'hui, le parc immobilier français compte 4,8 millions de passoires énergétiques, donc les logements classés F ou G. Sur ce point, il commence à y avoir de grosses divergences concernant le nombre de logements concernés. Parce que si on regarde ici un article du Parisien qui reprend les propos de la FNAIM. Pour la FNAIM, c'est près de 2 fois plus que les 4,8 millions chiffrés par le ministère du Logement. La Fédération nationale de l'immobilier réclame que le diagnostic de performance énergétique soit absolument fiabilisé. Donc on voit ici que selon la FNAIM, ce serait plutôt 7 à 8 millions de passoires énergétiques si on se base sur le nouveau DPE qui est rentré en vigueur le 1er juillet 2021. Et ça fait une véritable différence parce que quand on va se concentrer sur les impacts de cette loi, c'est une véritable question à se poser. Qu'est-ce que va provoquer cette loi en ce qui concerne l'état du marché immobilier en France ? Nous allons maintenant terminer cette première partie en se concentrant sur les exceptions parce qu'il y a certaines exceptions à cette loi, notamment l'article 155, je vous laisserai le lire en détail, il y est question de certaines exceptions, mais on va se concentrer sur une précision qui a été apportée le 26 avril 2021 sur l'antenne de Sud Radio par la ministre déléguée chargée du logement Emmanuelle Wargon. Là, on peut d'ailleurs se poser la question de savoir est-ce que c'était la meilleure méthode à faire, à utiliser que de balancer une précision sur l'antenne d'une radio. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu l'introduire directement dans la loi, le préciser dans la loi pour qu'il n'y ait aucune source d'inquiétude? Donc, je cite cette ministre déléguée chargée du logement, un appartement dans lequel le propriétaire en copropriété voulait faire les travaux mais n'a pas réussi, là, il n'y aura pas d'interdiction de location. Et ça, c'est un point très, très, très important parce que on avait des inquiétudes, on se disait, mais si j'ai un appart en location, pas en location, mais en copropriété, que je suis d'accord pour effectuer des travaux dans la copro pour augmenter le classement en termes de performance énergétique, mais que je me retrouve face à des copropriétaires qui ne sont pas d'accord, qui votent contre de façon majoritaire, je me retrouve bloqué et je risque un jour de ne plus pouvoir louer mon logement. Donc elle a précisé qu'il n'y aurait pas dans ce cas d'interdiction. Elle précise ensuite le propriétaire devra simplement le justifier, juste montrer qu'il y a eu une demande de travaux faite auprès du syndic avec un procès-verbal d'assemblée générale et que ce copropriétaire a voté pour les travaux. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a permis d'apaiser certaines inquiétudes. C'est un point qui est passé presque inaperçu parce que c'était lors d'une intervention sur une radio, à l'antenne d'une radio. Donc comme je le disais, on peut polémiquer par rapport à ça parce que personnellement, je trouve que la méthode n'est pas très très habile. Mais sur ce point, au moins, on peut un petit peu se détendre en se disant que, effectivement, dans une copropriété, je ne suis pas le seul à décider. Donc, si je me retrouve bloqué avec une décision contre des travaux, au moins, je ne serai pas pénalisé en ce qui concerne la mise en location de mes appartements. On va maintenant basculer sur la deuxième partie de cette vidéo, tout ce qui touche aux impacts de cette loi. Ça va être une partie très très importante
pour voir exactement à quoi s'attendre par rapport aux évolutions provoquées par cette loi. Donc là, on va aller sur un document issu du ministère de la Transition écologique et on va directement aller à la page 29 de ce document et on va s'intéresser à ce petit paragraphe ici. Je cite: cette nouvelle étiquette énergie prend donc en compte à la fois les consommations d'énergie primaire et les émissions de gaz à effet de serre associées. Le classement énergétique est équivalent à un double classement, entre parenthèses, consommation d'énergie et émissions de gaz à effet de serre, dont l'étiquette résultante correspondrait au plus mauvais des deux classements selon la représentation graphique ci-après. Et ça va provoquer un véritable changement qui est soulevé par énormément de personnes. Donc là, je vous ai choisi un article de Que Choisir qui est intitulé Le nombre de logements mal classés flambe. On voit ici les alertes n'avaient pas manqué, mais le gouvernement s'est obstiné. Résultat, le nouveau diagnostic de performance énergétique est entré en vigueur le 1er juillet 2021 et depuis, c'est l'escalade. Les logements classés F ou G se comptent à l'appel. Et on va ici aller plus loin dans l'article. On voit qu'il est indiqué: même le monde des HLM s'inquiète, représenté par l'USH, l'Union sociale de l'habitat. Il craint de voir lui aussi le nombre de ces logements classés G exploser. La faute au nouveau DPE qui privilégie outrageusement le chauffage électrique aux dépens du chauffage central alimenté par le fioul ou le gaz. Or, les offices HLM privilégient le chauffage central depuis longtemps pour éviter les factures prohibitives du chauffage électrique à leurs locataires. Et c'est la même chose pour un logement que vous avez mis en location. Si vous avez un chauffage au gaz, et c'est mon cas, hein, les deux colocations notamment que j'ai sont chauffées au gaz, on va être pénalisé par rapport à ce nouveau système, à ce nouveau DPE. Et on se rend compte que certains logements qui étaient auparavant, qui n'étaient pas considérés comme passoires énergétiques, vont se retrouver dégradés en termes de notation de par le fait en fait qu'ils ont un chauffage au gaz. Et à l'inverse, on peut avoir des logements qui étaient considérés comme des passoires énergétiques qui augmentent leur classement parce qu'ils ont un chauffage électrique. Donc là, on voit une grosse différence par rapport à ça. Et on risque d'avoir une explosion des logements qui sont considérés comme des passoires énergétiques et qui se retrouvent classés F ou G. Donc ça a un véritable impact. On voit que c'est le premier point de tension par rapport à ce nouveau DPE. Deuxième impact qui concerne les prix des logements considérés comme énergivores. Est-ce que ces logements ne vont pas être pénalisés sur le marché immobilier? On va se baser sur une étude des notaires de France qui a été publiée en septembre 2020 concernant les données de l'année 2019. On voit ici indiquer la valeur verte des logements en 2019. On va aller en dernière page, on va zoomer sur le dernier tableau, intitulé ici le graphique Impact des étiquettes énergie les plus économes et les plus énergivores sur les prix des logements anciens selon leur taille en 2019. Et on voit ici la plus-value ou la moins-value, on voit la correspondance entre le prix et l'étiquette au niveau énergétique. On se rend compte que les logements qui sont énergivores commencent déjà à être pénalisés sur le marché, en sachant que ça, c'était avant l'entrée en vigueur du nouveau DPE le 1er juillet 2021. Donc là, avec l'explosion des logements qui vont être classés F ou G, on peut se poser la question légitimement de savoir est-ce qu'on ne va pas vraiment être pénalisé durement. C'est quelque chose qui va même devenir un argument de vente avec un logement qui est classé A ou B, qui va forcément risquer d'avoir plus de valeur sur le marché. Et à l'inverse, un logement qui est classé F ou G risque d'être pénalisé sur le marché en termes de prix. Donc ça, c'est vraiment un document que je vous recommande de décortiquer pour voir exactement l'impact des étiquettes concernant le prix sur le marché immobilier. Dans la même logique, on peut partir sur un troisième impact en termes de négociation parce que si on se retrouve dans la peau de quelqu'un qui souhaite acheter un appartement ou une maison face à une personne qui a un appartement ou une maison qui est mal classée au niveau énergétique, forcément, on peut avoir plus de poids en termes de négociation. Par contre, si on est de l'autre côté, du côté de la personne qui souhaite vendre un appartement ou une maison qui est mal classée parce qu'on n'a pas forcément envie de faire les travaux ou on n'a pas la trésorerie nécessaire pour effectuer les travaux, là, on se retrouve dans une position qui sera sûrement délicate parce qu'on va en face avoir des personnes qui savent le classement énergétique de notre logement et qui vont certainement s'en servir pour essayer de négocier. Donc ça, c'est le troisième impact, tout ce qui concerne les négociations avec un pouvoir plus ou moins accru en fonction de quel côté on se situe, est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on vend. Quatrième impact, on peut se poser la question de savoir comment réagissent les locataires et comment ils vont réagir dans le futur face à des logements classés F ou G parce que
si je suis quelqu'un qui cherche un logement et que je regarde une annonce, je dois voir ces informations, c'est obligatoire. Et si je vois que c'est classé F ou G, peut-être que je vais chercher plutôt un autre appartement. Donc ça, c'est vraiment une donnée à prendre en compte parce que de toute façon, même si on se dit, mais tôt ou tard, je ne pourrai même plus louer mon logement s'il est classé F ou G, vous pouvez très bien continuer à le louer si vous faites marcher cette exception qu'on a vue tout à l'heure parce que vous montrez que vous n'avez pas pu faire les travaux que vous souhaitiez dans la copropriété parce que les autres copropriétaires n'étaient pas d'accord. Vous pourrez continuer à louer, mais est-ce que vous ne risquez pas d'avoir un logement qui sera pénalisé sur le marché de la location parce que les personnes seront de plus en plus attentives en ce qui concerne l'étiquette en termes de classement énergétique. Donc ça, c'est vraiment un impact, à mon avis, qui peut être très important et qui peut faire pencher la balance au moment de choisir tel ou tel appartement lorsqu'on est un locataire qui cherche à se loger. Et enfin, cinquième et dernier impact, on peut se poser la question de savoir quelle va être l'évolution en termes de nombre de biens disponibles, notamment de biens à la location, parce que si on a énormément de bailleurs qui ne peuvent pas faire les travaux pour X raisons et qui se retrouvent à ne plus pouvoir louer leur logement, comment cela va se passer au niveau de cette offre en fait locative en France, en sachant que peut-être des millions de logements seront concernés et ne pourront plus être loués. Donc ça, c'est vraiment les différents impacts que je vois concernant cette loi. Il y en a forcément d'autres. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez d'autres impacts, d'autres points qui pourraient vraiment être bouleversés par cette loi du 22 août 2021. Et dites-moi aussi, est-ce que vous connaissiez cette loi? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez vraiment des sources d'inquiétude par rapport à cette loi? Dites-le moi dans les commentaires. Troisième et dernière partie de cette vidéo, quelles leçons tirer de cette fameuse loi climat? Et le premier point que je voulais voir avec vous, c'est tout ce qui touche au mental d'un investisseur immobilier. Il faut partir avec une idée forte en tête selon laquelle on devra forcément s'adapter en cours de route. Le parcours d'un investisseur immobilier n'est jamais tout le temps linéaire, il y a forcément des obstacles à surmonter, c'est ce qu'on disait dès le début de la vidéo. On sait qu'à un moment donné, il y a une nouvelle loi qui va être votée, on sait qu'à un moment donné, il y aura peut-être une évolution en termes de fiscalité, on sait qu'il y aura peut-être des travaux qui n'étaient pas prévus qui vont arriver, on sait qu'il y aura peut-être des moments où ça va être plus compliqué avec certains locataires, donc on sait que ça fait partie du jeu. Moi j'adore cette phrase, ça fait partie du jeu. Et je sais que les moments où j'ai tendance à un petit peu oublier cette phrase-là, ma compagne est là pour me la rappeler en disant, écoute, tu sais que ça fait partie du jeu, tu sais que tu as déjà eu certaines périodes comme ça par le passé, tu sais que tu as réussi à t'en sortir, donc essaie de vraiment rester positif dans ces moments-là. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir aussi quelqu'un qui vous rappelle ce genre de phrase à côté de vous. Donc c'est vraiment le premier point que je voulais voir avec vous, la première leçon à en tirer, c'est que vous devez déjà garder en tête que vous devrez forcément vous adapter en cours de route. Quand on le sait en avance, quand on anticipe ce genre de choses, on n'est pas pris au dépourvu et on a tendance à réagir beaucoup plus positivement dans ces moments-là. Deuxième leçon à en tirer, l'importance de la trésorerie. Parce que c'est vrai que par le passé, on a pu être euphorique à l'idée de pouvoir emprunter à 110% voire plus si on intégrait même les travaux. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on se disait, j'ai pas forcément besoin d'avoir de l'argent de côté parce que je sais que je peux emprunter la totalité pour investir dans l'immobilier. C'est des choses qui peuvent avoir tendance à nous mettre en difficulté dans les moments dans lesquels on a une évolution qui apparaît, et là c'est le cas avec cette loi, parce qu'on va se retrouver contraint de faire des travaux. Si on n'a pas l'argent de côté, dans ces moments-là, on a des émotions qui sont quand même négatives, on est crispé, on est tendu, on est parfois contraint de devoir vendre un logement parce qu'on ne peut pas faire les travaux, et si on ne peut pas faire les travaux, on ne peut pas le mettre en location à partir d'une certaine date. Donc ça, c'est des moments qui sont vraiment très critiques. Ça peut être évité avec une trésorerie parce qu'on ne voit pas les choses du tout de la même façon lorsqu'on a aucun argent de côté, lorsqu'on a 0 € de côté et lorsqu'on a de l'argent de côté avec vraiment une trésorerie déjà constituée. On ne voit pas les choses de la même façon, on ne prend pas les mêmes décisions, on n'a pas les mêmes émotions. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel, avoir cette fameuse trésorerie pour être capable d'assumer les imprévus, être capable d'assumer certains travaux et prendre les meilleures décisions possibles à ce moment-là. Troisième leçon à en tirer, ne pas être trop optimiste en termes de calcul de rentabilité. Et ça, c'est aussi une erreur que j'ai commise par le passé parce que j'avais envie un petit peu de me glorifier avec les chiffres de rentabilité sur le papier. Je me disais, ok, là, je vais vraiment partir sur une grosse rentabilité. J'avais tendance à oublier certaines notions, notamment intégrer les nécessaires travaux d'entretien que vous avez forcément au cours de la vie de votre investissement immobilier. Également les travaux qui seront votés en copropriété pour faire en sorte que la copropriété soit toujours en bon état. Donc ça, c'est des choses à intégrer. Également une certaine vacance locative. Donc vraiment, soyez, j'allais pas dire pessimiste, mais
Rapprochez-vous plutôt du pessimisme dans vos calculs de rentabilité plutôt que d'être dans un optimisme exacerbé. Parce que dans ces moments-là, dans les moments dans lesquels on est en ce moment, on se rend compte que finalement on était parti sur des chiffres trop beaux pour être vrais. Lorsqu'on a une loi qui arrive, qui nous impose certains travaux, ça a un gros impact sur la rentabilité qu'on pensait avoir. Donc ça, c'est vraiment aussi un gros point de vigilance à avoir. Quatrième leçon à en tirer, avoir des notions en termes de coût des travaux de rénovation et avoir une connaissance des aides financières possibles. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour savoir dans quoi on va mettre les pieds si on s'engage à faire des travaux de rénovation. Également, si vous êtes du côté de la personne qui souhaite acheter un logement et qui sait qu'il va devoir faire ses travaux de rénovation, savoir déjà à peu près combien cela va vous coûter pour l'intégrer dans vos calculs de rentabilité, pour pas partir dans le flou, parce que c'est vrai que quand on n'a aucune notion, soit on va partir sur des chiffres qui vont faire peur parce qu'on pense qu'on va vraiment avoir des sommes énormes à sortir, soit de l'autre côté, on pense que les sommes vont pas être si importantes que ça et on risque d'être surpris au moment où on va devoir payer. Donc ça, j'insiste vraiment là-dessus, avoir des notions en termes de coûts de travaux de rénovation, s'intéresser aux différentes aides financières qu'on peut obtenir. Ça, c'est très très important pour savoir exactement dans quoi vous allez mettre les pieds. Et enfin, cinquième et dernière leçon à en tirer, est-ce que ce ne serait pas le moment de saisir certaines opportunités? Parce que on va forcément avoir des personnes qui vont devoir se débarrasser d'un logement qui est énergivore, soit parce qu'elles n'ont pas la trésorerie nécessaire pour effectuer les travaux, soit parce qu'elles n'ont pas envie de faire les travaux. Donc on peut avoir des opportunités. Dans ces moments-là, ce qu'il faut, c'est avoir le dossier, bien évidemment, le plus sexy possible aux yeux de la banque pour réussir à emprunter. Peut-être avoir le maximum d'apport aussi pour faire pencher la balance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi à anticiper. Et c'est là en ce moment de mettre le maximum d'argent de côté dans la prévision de faire peut-être un coup dans le domaine de l'investissement immobilier parce qu'on sait qu'on va saisir certaines opportunités. Essayez, comme je disais, de rendre son dossier le plus sexy possible aux yeux de la banque. Essayez aussi, comme je le disais juste avant, d'avoir les notions les plus précises possibles en termes de calcul de coûts de rénovation. On sait aussi qu'on a possibilité d'avoir certaines aides, de savoir exactement combien je peux prétendre à avoir comme aide pour avoir des calculs les plus précis possibles, pour faire une offre la plus précise possible, savoir exactement dans quoi je m'embarque pour saisir la meilleure opportunité et vraiment transformer quelque chose qui paraît rentable sur le papier en réellement quelque chose qui sera rentable sur le terrain. J'ouvre maintenant le débat. Que pensez-vous de cette fameuse loi climat? Est-ce que vous pensez que c'est une loi qui sera réellement tenable ou est-ce qu'au contraire vous pensez qu'il y aura certains ajustements, que certaines souplesses seront accordées notamment aux propriétaires bailleurs? Pensez-vous que chaque propriétaire bailleur va réellement jouer le jeu? Que pensez-vous globalement de cette loi? Que pensez-vous également des impacts que cette loi va provoquer sur l'état du marché immobilier français, sur également le marché locatif français? Donc, quelle est votre opinion générale en ce qui concerne cette fameuse loi climat? Dernier point, avant de conclure, il faut aussi se poser la question de savoir comment changer de classe énergétique. Si vous avez aujourd'hui un logement qui est classé F ou G, comment réussir à augmenter votre notation pour basculer par exemple à D, à C, voire au-dessus? C'est vraiment une question à se poser parce que moi je sais qu'il y a encore quelques années, j'avais pas trop de notions par rapport à ça. Lorsqu'on a acheté la première colocation, c'était un logement qui était très mal classé, c'était vraiment le bas de la lettre G. On avait changé toutes les fenêtres et je pensais que juste en faisant ça, j'allais basculer presque à D, C, voire au-dessus. J'avais aucune notion. Et quand j'ai revu le diagnostic, une fois que j'avais refait le DPE, j'ai vu que j'étais toujours classé G. Donc certes, j'avais augmenté un petit peu la notation dans cette classification-là, mais j'étais toujours en G. Et à ce moment-là, j'étais forcément déçu. Donc après, j'ai commencé à me former, à essayer de voir comment augmenter la performance énergétique des logements. Après, on sait que ça a un coût. Mais ça, vraiment, j'insiste là-dessus. Soyez vraiment au point sur ces différentes notions pour savoir exactement comment basculer de classement, comment augmenter votre notation et enfin sortir de cette notion de passoire énergétique et pouvoir continuer à louer vos logements dans le futur. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un maximum de pouces en l'air. Un grand merci à vous pour votre soutien, votre fidélité et vos différents commentaires. C'est extrêmement enrichissant de voir les différents débats qu'on peut avoir pour progresser mutuellement vers l'atteinte de cette liberté financière, voire vers le fait de devenir un jour millionnaire si c'est votre cas. Je sais que moi, c'est mon objectif, un jour d'avoir une valeur nette d'au moins 1 million d'euros. On sait qu'il y a du travail, on sait qu'il y a des obstacles à surmonter, parfois même des sacrifices. Ça fait partie du jeu et c'est vrai que de se sentir soutenu, de se motiver mutuellement, c'est quelque chose qui est très très motivant justement pour réussir un jour à atteindre cet objectif. Donc un grand merci à vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.